Mesdames et messieurs, bonjour. Quelles sont les répercussions de la crise ukrainienne sur l'économie égyptienne alors que l'inflation internationale monte en flèche au niveau mondial? Quels sont les efforts déployés de la part de l'État égyptien pour résoudre les retombées de cette crise ukrainienne sur les domaines de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique, mais aussi dans le domaine du tourisme? Encore une fois, bonjour, vous êtes toujours le bienvenu dans cette édition de votre émission Hebdomadaire Indice, votre lunettes sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, durant les derniers jours, il y avait bien sûr des efforts déployés de la part de l'Égypte afin, par exemple, de préserver la sécurité alimentaire de l'Égypte. À cet égard, on trouve que M. Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de maintenir le stock stratégique des principaux produits alimentaires. L'État prend en livraison de 5,5 millions de tonnes de blé local. Autre chose, la réforme économique assure un stock stratégique d'aliments et de tous les articles selon des déclarations officielle. En même temps, on trouve que le ministre du Tourisme examine les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Toujours dans de telles conditions, on trouve que l'État égyptien essaye d'améliorer et d'étendre même le niveau de la superficie agricole ici en Égypte. Donc, tous ces détails vont être bien sûr proposés aujourd'hui à travers la discussion qu'on va avoir à travers les lignes de l'Antenne internationale avec l'un des experts économiques docteurs, M. Mohamed Abdellah, un expert économique mais aussi politique. M. Mohamed Abdellah, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Antenne internationale. M. Mohamed Abdellah. M. Mohamed Abdellah, toujours, nous sommes ravis de vous retrouver à travers la ligne internationale. Est-ce que vous m'entendez bien? Monsieur Mohamed Abdellah, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, on va améliorer le niveau de volume. Monsieur Mohamed Abdellah, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour nous retrouver à travers la ligne de l'Antenne internationale. Et ma première question porte sur votre vision en ce qui concerne les répercussions de la crise ukrainienne sur l'économie égyptienne. Écoutez, les répercussions sont sur l'économie internationale en général, bien sûr. Mais l'Égypte fait partie de la communauté internationale. Donc, l'augmentation en flèche du prix du pétrole qui a presque environ les $100 actuellement, bien sûr, a ses répercussions inflationnistes à l'intérieur de plusieurs produits qui utilisent le pétrole, enfin dans la fabrication de plusieurs, et sur le fret, le coût du transport, d'une part. Deuxièmement, l'Ukraine et la Russie sont les plus grands exportateurs du blé. Ouais. Et l'Égypte est un des pays les plus grands importateurs, un pays très importateur de blé. Donc, incontestablement, ça fait répercussion sur le prix, ça aura une répercussion sur le prix du blé importé. Troisièmement, en ce qui concerne l'Égypte, notamment en hiver, une grande partie des touristes de la zone de la mer Rouge venaient d'Ukraine et de la Russie. Ouais. Mais je crois que, en ce qui concerne le blé, nous sommes en sécurité. Le gouvernement égyptien a prévu de garder toujours, en fait, un stock assez important. Et je crois qu'on a des réserves de blé qui peuvent nous couvrir pour les 6 mois à venir. Je ne crois pas que la crise va durer aussi longtemps, enfin on l'espère. Mais le côté inflation,
va se refléter incontestablement sur les prix à l'intérieur. Ouais. Donc c'est ça votre vision générale en ce qui concerne les différentes retombées de cette crise ukrainienne sur le monde égyptien. Donc, mais permettez-moi de prendre ça point par point en détail. Justement, on trouve que The Economist, le magazine britannique, a souligné les répercussions de la crise ukrainienne sur les prix du pain. Selon The Economist, le risque d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui entraînerait une flambée des cours mondiaux du blé est l'une des hantises de l'État égyptien. Le pays est en effet un très grand importateur de blé pour produire son pain subventionné, garant de la paix sociale, explique toujours The Economist. Qui a opposé même une question: quelles conséquences aurait une guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux pays qui comptent parmi les plus grands producteurs de blé mondiaux, sur les prix de cette céréale pour l'État égyptien? La question cruciale: le plus grand acheteur de blé au monde est l'Égypte, et qu'on importera plus de 13 millions de tonnes cette année. Donc c'est ça la vision de The Economist. Mais d'autre côté, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de maintenir le stock stratégique de l'État des principaux produits alimentaires, de suivre leur prix sur le marché, en particulier celles inscrites à la carte d'approvisionnement, dont l'augmentation de leurs prix sont payées par l'État jusqu'à présent. Donc, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous évaluez jusqu'à maintenant le niveau ou même la manière avec laquelle l'État égyptien essaye de traiter les retombées de cette crise ou dans le domaine de la sécurité alimentaire? On a pris les mesures nécessaires et l'État égyptien est conscient de l'importance de cette crise et incontestablement nous sommes prêts à faire face à cela avec la moindre répercussion sur la vie quotidienne de l'Égyptien moyen. C'est-à-dire que, l'État sera obligé de supporter, de prendre en charge une grande partie, ou peut-être la totale partie de cette augmentation de prix, ce qui va coûter énormément au budget de l'État, mais le président ici est très conscient il avait prévu les résultats de cette crise avant que ça éclate en guerre ouverte, et a pris des mesures, a donné des directives de prendre les mesures nécessaires concernant le stock du blé, etc. Oui. Interrogé récemment au sujet de la crise russo-ukrainienne et ses retombées sur l'économie égyptienne, la ministre du plan ou de planification, Dr Hala Saïd, a fait savoir que le président avait auparavant donné des directives au début de l'épidémie de Covid-19 d'assurer un stock stratégique d'aliments et de tous les articles. Selon elle, nous disposons d'un stock de matières de base, ce qui est l'un des avantages de la réforme économique, sans quoi nous n'aurions pas cette réserve stratégique, de même que nous ne comptons pas sur un ou deux États dans l'importation de nos produits essentiels et de la nourriture, a-t-elle renchéri, soulignant que le gouvernement travaillait à étendre la superficie agricole au dessalement de l'eau des mers. Donc, dans cette petite déclaration, on trouve qu'il y a plusieurs éléments à discuter. Premièrement, par exemple, comment vous avez vu l'avantage donné par les réformes économiques à l'État égyptien et au peuple égyptien en ce qui concerne la sécurité alimentaire? Bien sûr, le fait que notre réserve aujourd'hui de devises rares est assez importante. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises dans le divers domaines. Je suis tout à fait d'accord avec l'exposé qu'a fait
Hala Saïd. Ouais. Et je crois que c'est réaliste, c'est pragmatique et c'est pratique. Oui. Ouais. Deuxième élément à discuter ou à même analyser, c'est le fait que l'État égyptien a essayé de diversifier ses sources d'importation, notamment en ce qui concerne les denrées et les marchandises stratégiques. Donc, votre commentaire? Bon, si vous voulez, c'est vraiment une difficulté d'avoir prévu cela et d'avoir pris les précautions nécessaires. Oui, oui. Troisième élément, c'est l'État égyptien qui essaie toujours, durant les dernières années, à étendre la superficie agricole. Exactement. Et ça, c'est un facteur très important. Si vous voulez, je crois que maintenant, ce sera un objectif primordial. Ça a commencé déjà, mais je crois qu'il y aura une accélération à avoir une production locale de blé qui couvre un peu, si vous voulez, qui couvre enfin une grande partie de ce problème d'importation de blé. Donc, il faut que cette importation de blé diminue. Et cela n'aura pas lieu avec la croissance démographique, donc cela n'aura pas lieu qu'avec l'augmentation de la surface agricole qui produira ce blé. En même temps, le quatrième élément à discuter dans cette déclaration faite par Dr Hala Saïd, c'est la crise de l'eau dont souffre actuellement la crise de l'eau qui frappe l'Égypte. C'est bien sûr, à cause de ça, on trouve que l'État égyptien se dirige ou s'oriente de plus en plus vers d'autres solutions, comme par exemple le dessalement de l'eau des mers. Et autre chose pour limiter la perte de l'eau, c'est les projets qui visent, par exemple, au revêtement des rivières et ainsi de suite. Donc, votre remarque en ce qui concerne ces efforts déployés de la part de l'État égyptien? Non, bien sûr. C'est dans le cadre d'une réforme globale de l'utilisation et des sources de l'eau. Si vous voulez, il y a un recycling également de l'eau, c'est-à-dire la réutilisation de l'eau qui a été utilisée après avoir passé par certaines mesures hygiéniques nécessaires, bien sûr. Et, si vous voulez, le dessalement de l'eau de mer, qui est très important. Bon, ça coûte très cher, mais c'est important, c'est essentiel. Et le système d'irrigation aussi, le changement du système d'irrigation. Oui. Ouais. J'aimerais toujours jeter la lumière sur les dernières déclarations faites par des responsables égyptiens. Cette fois-ci, on trouve que le ministre de l'Approvisionnement, du Commerce et Intérieur, le Dr Ali Moussalih, a déclaré que le gouvernement devrait prendre livraison de 5,5 millions de tonnes de blé local pendant la saison qui débutera à la mi-avril. Il a même indiqué que la superficie des terres cultivées au cours de l'année en cours est de 3,6 millions de fédans qui produisent de 9 à 10 millions de tonnes de blé. Il a indiqué que l'année en cours avait connu une augmentation des zones cultivées dans la région de Toshka d'environ 250 000 fédans et qu'elle devrait s'élever au cours de l'année prochaine à 500 000 fédans et à 1 million de fédans en 2025, ce qui permettra d'économiser environ 1 milliard de dollars des frais d'importation de blé. Autre chose, il a noté que 8 silos seraient établis et 4 autres seraient prêts, chacun d'une capacité de 5 000 tonnes. À cet égard, permettez-moi de vous poser 2 questions. Premièrement, comment vous avez vu l'État égyptien qui a essayé de trouver d'autres alternatives à ces terres, à ces anciennes terres cultivées sur lesquelles les Égyptiens ont construit des
des bâtiments, de larges bâtiments, de grands bâtiments, durant, bien sûr, comme vous savez, la révolution de 2011. Et c'est pourquoi l'État égyptien a essayé de trouver de nouveaux terrains ou de nouvelles terres à bonifier. C'est ma première question. Deuxième question, comment vous avez vu l'État égyptien qui a essayé presque depuis 2015 à avoir deux grands silos sur la terre égyptienne? Ben, écoutez, l'idée des silos a été en fait lancée il y a, je crois, 4 ou 5 ans. Et si vous voulez, aujourd'hui, Dieu merci que ça existe. On avait, enfin, il y avait déjà une initiative, une vision du futur sans avoir prévu une guerre. Bon, c'est déjà là et c'est déjà quelque chose qui a été réalisé, à laquelle nous trouvons ça très positif. Deuxièmement, il y a eu, dans les événements de 2011, je veux dire, une exploitation malsaine de la terre agricole, en fait, si vous voulez, avec des constructions sur des surfaces importantes et qui a bloqué, en fait, ou qui a diminué la surface classique de l'Égypte, en fait, ce qu'on appelle la delta ou en autre Égypte. Et ça a été actuellement remplacé par Tosca, etc. Et puis, il y a eu des mesures très fermes et très sérieuses pour bloquer, si vous voulez, cette attitude destructive. Oui, en fait, on trouve qu'il y a d'autres sanctions économiques qui ont été prises contre ces citoyens qui essaient toujours de violer, entre deux guillemets... Cette loi, bien sûr. Oui, oui, comme par exemple l'annulation ou le fait de barrer ces citoyens des cartes d'approvisionnement. Donc, à quel point vous trouvez que ce sont des sanctions dissuasives? C'est des mesures nécessaires, en fait. C'est quelque chose c'est essentiel et nécessaire. Oui. Et il faut que tout de même, ça fait partie d'une vision du respect de l'État, du respect de la loi. Oui. Toujours à la lumière de cette crise russo-ukrainienne et ses répercussions sur l'économie égyptienne, comment vous trouvez le domaine de la sécurité énergétique en Égypte? Bien sûr, l'Égypte essaye de s'étendre ou d'étendre même l'utilisation du gaz naturel, l'utilisation de l'énergie verte ou l'énergie non polluante de l'environnement, ainsi de suite. Donc, ma première question porte sur la crise énergétique. C'est pour ou contre les intérêts égyptiens dans le domaine du gaz et des exportations de gaz? Ben, écoutez, en ce qui concerne le gaz, nous sommes un pays, en fait, qui a une autosuffisance et qui est exportateur de gaz. Donc, ça n'a pas de problème. Non. Mais en énergie, en pétrole, nous sommes un pays importateur. C'est vrai que nous importons simplement à peu près 20% de ce dont on a besoin. Mais incontestablement, il y a des efforts, il y a des recherches, et espérons que plus d'énergie verte, en fait, si vous voulez, l'environnement qui devient maintenant un souci majeur. Et je crois que l'Égypte est très sérieuse, enfin, dans la protection de l'environnement. Et la réunion internationale qui aura lieu l'année prochaine, confirme cette vision.
Oui, oui. Est-ce que nous pouvons dire que l'économie égyptienne va avoir des retombées à cause des sanctions occidentales imposées contre les Russes? Enfin, personne ne va éviter, enfin, on ne pourra éviter les retombées, enfin, que ce soit l'Europe, que ce soit même les États-Unis, enfin, c'est un phénomène international. Oui, par exemple, dans le domaine de l'investissement. Oui, exactement. Mais il y a un effort sérieux pour minimiser au maximum ces retombées. Oui, le canal de Suez. Bien sûr, incontestablement, il y aura une diminution du commerce international. Donc, cela a son effet négatif sur les revenus du canal de Suez. Oui, oui. Madame, une question sur le tourisme. À quel point vous trouvez que le domaine touristique ici en Égypte va être négativement affecté par cette crise russo-ukrainienne? Ben, vous savez que, bon, l'Égypte est un pôle d'attraction touristique. Et puis, je parle notamment des zones qui au bord de la mer Rouge et qui ont été toujours, en fait, avoir une présence très importante russe et ukrainienne. Ouais. Donc, bien sûr, je ne crois pas qu'on va éviter d'avoir une certaine perte de tourisme dans cette période. De même que l'Europe occupée par la guerre aura ses conséquences économiques qui vont se refléter sur le déplacement touristique de la part des citoyens. Oui. Monsieur Mohamed Abdellah, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. Merci beaucoup. Et espérons que cette crise ne dure pas longtemps. On espère bien sûr que cette crise ne dure pas longtemps, comme vous venez de dire, et même nous espérons toujours avoir la paix au niveau mondial, non seulement au niveau régional, parce que les images qui sont venues ou parvenues même des territoires ukrainiens du point de vue humain, c'est tout à fait sévère. En fait, nous devons toujours souhaiter à tout le monde la paix et la sécurité parce que ce sont les axes principaux pour arriver à avoir une économie mondiale fructueuse et prometteuse pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.